C'est François Mazet, mon maître en philosophie à l'université de Bruxelles, qui m'a fait découvrir, au milieu des années 70 du siècle passé, le néoplatonisme. Sortant de l'enseignement secondaire, je n'avais jamais entendu parler de ce courant philosophique. Il est difficile pour un esprit rationnel de se représenter ce que peut être l'expérience mystique qui, par principe, se veut ineffable, indicible, et que certains individus dans l'histoire ont connu. Effectivement, le mysticisme occupe une place essentielle dans la genèse des grandes religions, et Plotin, dont il va être question ici, est de ces personnages qui, à quelques moments de leur existence, de son existence en l'occurrence, a connu cette ascension, cette contemplation plus exactement, avec le principe. Pour les mystiques, il s'agit de Dieu. Pour Plotin, il s'agit de l'un. Mais qui est donc Plotin ? Plotin vit au IIIe siècle de notre ère. Il écrit en grec. À l'époque, c'est l'Empire romain qui domine l'Ancien Monde. Il est né à Alexandrie, qui était la métropole culturelle de l'Empire romain à cette époque. Pendant une dizaine d'années, il suit des cours de philosophie sous l'autorité d'un de ses maîtres, et puis il quitte Alexandrie pour se rendre à Rome, où l'empereur Galien a voulu en faire le philosophe officiel de sa cour. Plotin finalement va se retirer pour méditer, et dans son enseignement qu'il va donner entre 254 et 270 de notre ère, il va expliquer une série de principes qui vont être recueillis par son disciple Porphyre, qui va, à la demande même de son maître Plotin, revoir ses notes, les publier sous la forme de 6 séries comprenant chacune 9 traités. D'où le nom d'Énéade, puisque Énéade en grec signifie 9, le chiffre 9, le nombre 9. Il y a 54 traités. Si vous faites le calcul, 6 fois 9, ça fait bien 54. Porphyre a publié l'essentiel, je dirais, de l'œuvre de Plotin avant qu'il ne connaisse une grave dépression et abandonne le projet. Les dernières Énéades ne seront donc pas publiées par lui, mais en tout cas le principe restera.
c'est de ces Énéades dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Il s'agit, je vous l'ai dit, d'une pensée qui est difficilement intelligible par des esprits formés au matérialisme, à la rationalité, mais qui, par l'influence qu'elle a eue dans la suite de la pensée de l'Occident, doit être étudiée, car elle a eu un rôle vraiment tout à fait essentiel auprès des pères de l'Église, et en premier lieu auprès d'Augustin, l'évêque d'Hippone qui a vécu à cheval sur le IVe et le Ve siècle de notre ère, mais aussi sur toute une série d'autres théologiens du Moyen-Âge. La philosophie de Plotin, et je l'ai déjà dit à 2 reprises, ne doit pas être abordée avec les yeux du rationalisme. En fait, l'accès à la connaissance chez Plotin se fait par l'intuition, qui est donc une des modalités d'accès à la connaissance et à l'être. Le plan que je vais suivre sera le suivant. Dans un premier temps, j'aborderai la conception de l'univers par Plotin, son organisation, et dans un deuxième temps, il sera question des conséquences morales que cette organisation induit. Je commence donc par l'organisation de l'univers. 2 points seront abordés. Le premier va concerner les composantes de cette vision du monde. Et dans un deuxième temps, il sera question de la dynamique qui permet à ce monde de s'organiser. Je commence donc par les composants de la vision du monde de Plotin. Dans cette vision du monde, il y a 3 hypostases. Le mot hypostase vient d'un mot grec, hypostasis, qui signifie en dessous, stasis, c'est l'état, et donc on peut dire que une hypostase, c'est un fondement, c'est ce qui supporte tout le reste. On pourrait utiliser également le mot principe, mais ce mot, je vais le réserver peut-être pour la première de ces hypostases que nous allons étudier dans quelques instants. À côté de ces hypostases, ou plutôt en dessous, très largement en dessous, se trouve la matière corporelle. Je commence donc par les hypostases, donc par les fondements. Alors le terme fondement, visuellement, renvoie à un étage inférieur, à des fondations, à partir desquelles ou sur lesquelles l'édifice est construit. Et pourtant, le terme hypostase, ici, doit être perçu dans le cadre d'une vision qui va de haut en bas. La première de ces hypostases, c'est le principe de l'un. La seconde de ces hypostases, c'est l'intelligence du monde, et la troisième de ces hypostases, c'est l'âme du monde. Qu'est-ce que c'est que cet un ? Par définition, puisque cet un ne peut être perçu que par l'intuition, l'un n'est pas saisissable par la raison,
il est au-delà de la logique, dont par définition on ne peut le représenter. Ce qui est sûr, c'est que Plotin s'oppose aux théories qui ont prévalu jusqu'à lui, en dehors de Platon, c'est-à-dire il s'oppose à la conception d'Aristote, celle d'Épicure, celle des stoïciens et celle des sceptiques. En effet, il a une vision moniste des choses. Par conséquent, il s'oppose donc au pluralisme ontologique et il s'oppose, je l'ai expliqué dans un cours précédent, à la vision épistémologique qu'Épicure avait de la perception de la réalité, puisque pour Épicure, la réalité doit être expliquée par, ou peut être expliquée par différents modes d'appréhension. Lui-même s'opposant donc à différents auteurs, dont Platon bien sûr. Qu'est-ce donc que l'un? Épicure explique dans une de ses Énéades en particulier, la troisième, dans le traité numéro 8 et dans le traité numéro 9, il explique que l'un est un principe qui engendre toute chose, qui est partout et nulle part. Autant le partout peut être compris, autant le nulle part est plus difficile à comprendre. Il est nulle part. Pourquoi cet un? Parce que il n'est dans rien, il n'est dans le sens de l'être, il n'est dans rien de ce qu'il engendre. Or, tout ce qui est imaginable, justement, est engendré par l'un. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre que l'un est partout et nulle part. Je vous ai dit, sa connaissance est insaisissable. Alors vous allez me dire, mais est-il possible de faire de la philosophie dans ces conditions, puisque la philosophie ne peut avoir de sens, en tout cas aux yeux d'un moderne, qu'à partir du moment où les propositions qu'elle avance peuvent être démontrées par la raison. Oui, mais c'est faire abstraction d'autres voies qui ont été pratiquées par la philosophie antique, en l'occurrence ici donc l'intuition. Mais là, comment l'un peut-il agir sur le monde? En fait, il a deux moyens d'action, deux modes. Le mot mode me paraît plus juste que le mot moyen. Il a deux modes d'action. Son premier mode d'action, c'est l'intelligence du monde, et son second mode d'action, c'est l'âme du monde. Donc ce sont les deux autres hypostases dont il a été question tout à l'heure, l'une découlant de l'autre. Il faut savoir que, si l'on veut se représenter, en fait, cette conception du monde par Plotin, il faut se la représenter comme une cascade, où l'un est au départ, il engendre l'intelligence du monde, qui engendre elle-même l'âme du monde. Plotin, dans une de ses Énéades, explique, sous la forme d'une métaphore, d'une analogie, que l'un
l'équivalent de la lumière, je dis bien l'équivalent de la lumière, l'intelligence du monde serait le soleil. On voit tout de suite la différence entre la lumière, qui en tant que telle est insaisissable, c'est un principe, le soleil, lui, existe concrètement, et l'âme du monde serait, en l'occurrence, dans cette vision cosmogonique, la Lune, qui reflète les rayons du Soleil dont nous, êtres humains, bénéficions pendant la nuit. Voilà l'image, la métaphore que Plotin propose lui-même pour permettre aux profanes de comprendre son enseignement. Pour Plotin, l'intelligence, ce qu'il appelle l'intelligence du monde, doit être mis en parallèle avec le monde intelligible de Platon. L'âme du monde, maintenant, puisque Plotin étant un platonicien, c'est un néoplatonicien, il tire son système de Platon en l'affinant d'une certaine manière, puisqu'il multiplie les niveaux, puisque chez Platon il y a le monde intelligible et le monde sensible. Plotin ajoute au-delà du monde intelligible là, et entre le monde intelligible qu'il appelle l'intelligence du monde et d'autre part le monde sensible, il invente l'âme du monde. Alors, cette âme du monde prend modèle sur les idées pour donner forme aux éléments sensibles. Quand je parle d'éléments sensibles ici, il ne faut pas comprendre cette épithète au sens vulgaire du terme, c'est-à-dire sensible qui est donc qui peut souffrir, qui peut ressentir des émotions. Lorsque nous disons que nous sommes sensibles à l'injustice. Non, le terme sensible ici doit être pris dans son sens platonicien, c'est-à-dire que les êtres vivants, mais les êtres également non vivants, par exemple la table qui se trouve devant moi, est également un objet sensible dans la mesure où elle peut être perçue par l'essence, en l'occurrence ici, par la vue, par le toucher. C'est en ce sens donc qu'il faut comprendre le terme sensible. Donc, je répète, l'âme du monde prend modèle sur les idées pour donner une forme aux éléments, aux hommes, aux animaux, aux objets sensibles. Quand je dis prend modèle sur les idées, ce sont les idées qui se trouvent donc, qui sont produites par l'intelligence du monde, qui se trouve donc dans ce monde intelligible, pour utiliser la terminologie qui est employée pour décrire le monde des idées de Platon. Alors, l'âme du monde, chez Platon, puisque c'est avec lui que je souhaite faire ici une comparaison, puisque c'est le maître de Plotin, quelle que soit la distance qui les sépare dans le temps. Je rappelle que Platon vit à cheval sur le 5e et le 4e siècle avant notre ère,
alors que Plotin vit beaucoup plus tard, au IIIe siècle de notre ère. Donc vous voyez le nombre de siècles qui les séparent. C'est la même distance chronologique qu'il y a entre ces deux savants, ces deux philosophes, qu'entre nous, il faudrait que je fasse le calcul, donc 400 plus 205, 650, donc ça veut dire qu'entre nous et, je dirais, pratiquement Guillaume d'Occam. Peu après, en tout cas, Thomas d'Aquin. Si j'insiste sur cette distance chronologique, c'est pour vous montrer en fait que le platonisme a eu la dent dure et que lorsque Platon a inventé son système, il a touché une fibre profonde d'un mode de compréhension de l'univers de l'être humain, puisque le néoplatonisme va se retrouver encore au XVe siècle dans le Péloponnèse, XVe siècle de notre ère, et va être ce platonisme, ce néoplatonisme, comment dirais-je, qui renaît d'une certaine manière dans l'Empire byzantin, dans ce qui reste dans un des lambeaux de l'Empire byzantin dans la première moitié du XVe siècle, est à l'origine de l'Académie florentine qui aura le succès que l'on connaît avec des Marsilles-Ficin, Pic de la Mirandole, même, et alors en au-delà, des gens comme Nicolas de Cuse en Allemagne. Je peux vous montrer d'ailleurs le livre, la thèse de doctorat de mon maître en philosophie, François Mazet, thèse publiée en 1956 par les éditions Les Belles Lettres, et intitulée Platon et le platonisme de Mystrat. En effet, Platon est le surnom pris par Georges Gémiste, qui était un philosophe grec qui vivait donc à l'extrême fin de l'Empire byzantin et qui a fait renaître à Mystra. Alors Mystra, en fait, c'est une citadelle qui se trouve, une citadelle byzantine, qui se trouvait juste à côté de l'antique ville de Sparte. Enfin, ville de Sparte, entendons-nous bien, puisque Sparte n'a jamais été une ville, puisque Sparte était constituée de 5 villages ou bourgades. Et puisque j'en suis à vous parler de François Mazet, je peux aussi vous montrer par la même occasion le livre que son disciple et successeur à l'Université de Bruxelles a publié, donc Lambros Kouloubaritsis, aux origines de la philosophie européenne, de la pensée archaïque au néoplatonisme, publié chez Debouc. C'est un fort volume de plus de 600 pages. Et Lambros Kouloubaritsis a consacré 90 pages quant aux origines du néoplatonisme. Je vous montre ce livre par la même occasion. Voilà. Oui, je voulais vous faire donc une comparaison avec Platon, et chaque fois je m'éloigne parce que d'autres idées me viennent en tête, c'est le cas de le dire. Chez Platon, l'âme du monde, c'est l'équivalent de ce qu'il appelle le démiurge, ce créateur, dans le Timée. Mais on va voir que ce concept de démiurge sera compris d'une manière différente par Plotin et d'autre part par les gnostiques dont il sera question tout à l'heure. C'est peut-être intéressant, maintenant que nous avons vu quelles étaient ces trois hypostases qui s'engendrent l'une après l'autre, puisque l'âme du monde découle de l'intelligence du monde qui elle-même prend modèle dans ce concept de l'un, ça vaut peut-être la peine de voir ce que Proclus
qui est un philosophe néoplatonicien du 5e siècle de notre ère, a pu écrire dans son chapitre, dans le chapitre 10 de son premier livre. Voilà, je tire ici cette lecture d'une annexe qui se trouve dans la publication des Énéades, la première Énéade traité 6 et de la 5e Énéade 8e traité, publiée dans la collection Agora aux presses Pocket. Alors voici ce qu'explique Proclus, donc Proclos en grec, mais on utilise traditionnellement la forme latinisée qui est Proclus. Proclus, en fait, est un disciple de Plotin, mais il apporte un certain nombre de nuances, il affine encore un système qui est déjà très compliqué. Voici ce qu'il dit. Donc, alors là, c'est donc le chapitre 10, deuxième partie, qui porte sur l'un et l'être. La nature de l'être n'est pas unique, simple et indivisible. Mais de même que dans le domaine du sensible, cet immense ciel visible, bien qu'unique, enveloppe en lui-même une multitude de corps, la monade maintient le multiple et dans le multiple se trouve une hiérarchie de processions qui donne naissance aux sensibles supérieurs, intermédiaires et inférieurs, de même que, au-dessus du sensible dans le domaine des âmes, à partir de l'âme unique, vient à l'existence la multiplicité des âmes, parmi lesquelles les unes sont plus proches de leur principe universel, les autres ont un rang plus éloigné et d'autres remplissent l'intervalle entre les extrêmes. De même, faut-il, je pense, que dans le domaine des êtres réellement êtres, les classes apparentées à l'un et cachées demeurent établies dans la cause unique et toute première de l'univers. Les autres procèdent jusqu'au bout de la multiplicité et de la totalité numérique. Dans l'intermédiaire d'autres fassent le lien qui unit ces extrêmes. Et il ne faut pas faire correspondre les caractères propres des premières classes à ceux des secondes, ni ceux des inférieures à ceux des classes plus apparentées à l'un. Mais il faut que diverses soient les natures de ces diverses classes. Autre leur rang dans cette procession et différent le mode d'apparition des classes secondes à partir des classes premières. Donc on sent ici très clairement l'influence de Plotin. Maintenant, je vous ai dit que tout en dessous, si je puis dire, de ces trois hypostases, se trouve la matière. La matière, j'allais dire la matière matérielle, la matière corporelle. En fait, cette matière corporelle est un reflet sans qualité. Autrement dit, il s'agit du néant. Alors pourquoi s'agit-il d'un néant, ou du néant ou d'un néant? Parce que, en fait, l'un d'où découle toute chose qui engendre les hypostases suivantes, à savoir l'intelligence et l'âme du monde, ne peut produire quelque chose qui soit source du mal. Or, c'est la matière corporelle qui est source du mal. Tout ceci est expliqué dans la deuxième et troisième Énéade, respectivement au chapitre 4 et au chapitre 2. Quelle est, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, la dynamique qui parcourt
ces hypostases et qui explique le fonctionnement du système plotinien. Quelles sont en effet, aux yeux de Plotin, les causes de l'unité de l'univers? Il y a en fait deux causes. D'une part, la contemplation et d'autre part, la dialectique. Le terme contemplation, vous en connaissez sans doute l'étymologie, puisque contemplation vient de deux mots, le français étant tiré directement du latin, où l'on trouve le cum, qui signifie avec, on est dedans, et templum, qui est le temple. Donc contempler, c'est regarder le ciel, quelque chose qui nous est supérieur, la voûte étoilée, à partir de l'intérieur du temple. Autrement dit, en ce qui concerne l'application par rapport au système plotinien, l'âme contemple l'intelligence, puisque c'est par cette contemplation qu'elle va pouvoir tirer des modèles permettant, j'allais dire, la fabrication des choses sensibles, donc en contemplant l'intelligence du monde, et l'intelligence du monde elle-même contemple l'un. Je m'excuse d'utiliser à certains moments des expressions triviales, mais on l'aura compris, c'est dans un but pédagogique, lorsque je parle de fabrication, etc. Bon, j'essaye de trouver des équivalents ou en tout cas des images, des métaphores qui se rapprochent de la pensée plotinienne. Puisque je vous ai dit il y a quelques minutes que l'âme du monde, c'est l'équivalent du démiurge platonicien, c'est pour ça que je me suis permis d'utiliser à propos de cette âme le terme de fabrique. Puisque fabrique vient du mot faber, qui veut dire celui qui est un ouvrier, en fait. Alors, à côté de la contemplation, qui explique la dynamique de l'univers, puisque l'âme du monde va chercher ses modèles dans l'intelligence du monde, qui elle-même plutôt contemple là ce principe qui est, je dirais, c'est le principe des principes, puisque c'est la première des hypostases, mais elle est insaisissable, je vous l'ai dit, donc il n'est pas possible d'y accéder par l'intelligence. Plotin lui-même aurait accédé à la contemplation de l'un lors de certaines de rares expériences mystiques qu'il aurait connues. Donc à côté de la contemplation, il y a la dialectique. Vous savez, le terme dialectique, c'est un mot qui prend des sens différents suivant le philosophe auquel on a affaire. Quand je parle de dialectique, ici, je parle de mouvement sous la forme d'aller-retour entre les hypostases. Il y a d'une part un mouvement descendant, c'est ce qu'on appelle la procession. Ce mouvement descendant, donc, où l'un engendre l'intelligence du monde qui engendre l'âme du monde, et on voit, d'ailleurs, on peut faire le parallèle, mais tout cela est évidemment va être intimement imbriqué par la suite par les théologiens chrétiens, même s'il y aura des non-sens, bien entendu, par rapport à la philosophie néoplatonicienne, mais en tout cas, cette philosophie néoplatonicienne va être une des sources majeures de l'augustinisme et de la théologie chrétienne au Moyen-Âge. Donc, lorsque l'on dit dans la Trinité chrétienne, et là aussi on parle d'hypostase, quand on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, il y a également une procession, puisqu'on dit que le Fils
procède du Père. Et alors, ne parlons pas du Saint-Esprit, puisque ça fait l'objet d'une querelle qui est un des éléments, c'est pas le seul, qui est à l'origine du schisme de 1054 entre la papauté romaine et d'autre part le patriarcat de Constantinople. Parallèlement à ce mouvement descendant, que j'ai appelé ici la procession, il y a un mouvement ascendant. C'est un mouvement de conversion. Et j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises lorsque je parlais. Je t'expliquais que donc il y avait pour l'âme du monde la recherche de ces modèles, de ces idées qui vont servir pour qui vont servir la fabrication donc du monde sensible. Ceci est expliqué dans la 5e Énéade, dans son traité numéro 2. Je vous ai expliqué l'organisation de l'univers en expliquant ses différentes composantes, les 3 hypostases d'un côté, et d'autre part la matière corporelle. Donc, il y a une vision binaire, il y a une vision de type manichéen qui ressort de cette conception du monde, puisque vous avez d'un côté les 3 hypostases qui n'ont pas le même statut, puisque elles sont strictement hiérarchisées, mais à côté de ça, ou plutôt en dessous de cela, vous avez la matière corporelle. Je vous ai expliqué à l'instant donc la dynamique dans ce monde sous la forme d'une part de la contemplation, c'est le mouvement descendant, et de la contemplation, excusez-moi, c'est un principe ascendant, c'est le principe de la conversion, et d'autre part le mouvement descendant qui est celui de la procession. Maintenant, nous passons, comme annoncé dans mon plan initial, aux conséquences morales. Alors, je vais distinguer 2 aspects que je vais traiter donc successivement. D'abord, le mal dans le monde sensible, et ensuite, il sera question du mal chez l'homme, puisque c'est finalement, d'un point de vue pratique, même si les aspects pratiques ne sont pas dans l'objet de la philosophie de Plotin, mais on peut évidemment se poser la question de ce qu'il faut en retenir quant à la conception de la vie pour l'être humain. Je commence donc par le mal dans le monde sensible. Platon, et j'ai déjà annoncé la chose tout à l'heure, a comme source d'information le Timée. Et dans le Timée, il est question du démiurge, autrement dit de celui qui fabrique le monde sensible. Or, les gnostiques et Plotin en ont 2 lectures différentes de ce Timée. Autrement dit, pour eux le démiurge n'a pas la même fonction. Et par conséquent, les produits fabriqués par le démiurge ne sont pas les mêmes. Dans le cas des gnostiques, c'est la première position, qui est d'ailleurs légèrement antérieure à Plotin, le monde, c'est clairement le mal. Le démiurge est méchant. Or, pour Plotin, le démiurge n'est pas méchant. Il ne produit pas du mal, il ne produit pas le mal. Chez les gnostiques, le monde terrestre est un tourment. Or, pour Plotin, ça ne peut être le cas, car le monde sensible
reflète le monde intelligible qui lui-même prend sa source dans ce principe unique, dans l'un, et par conséquent, l'un et le monde intelligible qui en découle ne peuvent produire du mal. Par contre, je vous ai dit tout à l'heure que le monde corporel de Plotin est source de mal. Alors comment concilier tout cela? Plotin explique tout cela dans sa deuxième Énéade, traité numéro 9. Alors pour Plotin, le monde sensible, et je viens de le dire, qui est l'image du monde intelligible, ne peut pas être tout à fait mauvais, sinon c'est tout le système lui-même qui serait à remettre en question, ou en tout cas les explications que j'ai pu donner tout à l'heure, et qui sont tirées évidemment de Plotin. En fait, pour que le monde soit sauvé, et alors cette idée de salut du monde, enfin ici c'est salut du monde, hein, c'est pas salut de l'homme, entendons-nous bien, mais pour que le monde soit sauvé, et là on voit quand même le lien ou l'usage qui va pouvoir être fait par la théologie chrétienne, parce que le christianisme est une religion de salut, le Christ, l'incarnation du Fils de Dieu, cette incarnation est destinée à permettre à l'humanité de rebondir, puisqu'elle avait été condamnée une première fois, lorsqu'après la fameuse scène où Ève donne la pomme venant de l'arbre de la connaissance à son mari, à Adam, l'acte irrémédiable et interdit par Dieu a été commis et ils sont chassés du paradis terrestre. C'est ce que l'on appelle le péché originel. Or, justement, lors de l'incarnation, Dieu donne une seconde chance à l'humanité, puisqu'à partir de ce moment-là, son Fils, par son sacrifice lors de la crucifixion, va payer pour les péchés de l'humanité, il va porter ainsi tous les péchés du monde, et alors là, bon, je ne veux pas aller plus loin, parce que ce serait l'objet d'autres cours, et à partir de ce moment-là, l'humanité peut repartir d'un nouveau pied. Ici, il est question donc de salut du monde, mais pour que ce salut du monde soit possible, il faut que dans son raisonnement, Plotin fasse intervenir le concept ou l'acte de spiritualisation des phénomènes. Les phénomènes, c'est ce qui apparaît dans le monde. Pour cela, la spiritualisation plutôt est nécessaire, puisque elle est le produit d'une émanation pure, issue donc du principe unique. Donc vous voyez que Plotin ne pousse pas, ne tire pas plutôt les conséquences extrêmes du Timée de Platon quant au rôle du démiurge et trouve une voie de sortie. Autrement dit, les phénomènes
possèdent un esprit. Ils sont donc l'interface, mais le mot n'est pas vraiment approprié, mais j'utilise volontairement un terme tiré de l'informatique, mais que tout le monde connaît aujourd'hui, une interface entre d'une part le monde corporel et d'autre part le monde intelligible, puisque le monde sensible est le reflet du monde intelligible. Ce qui n'est pas le cas, et je l'ai expliqué tout à l'heure, du monde corporel. Donc il faut bien distinguer le monde corporel qui est un reflet sans qualité et qui est source du mal, des éléments sensibles qui, eux, effectivement, ont une forme qui est issue de la contemplation par l'âme du monde intelligible, de l'intelligence du monde, mais il faut bien distinguer donc les matières corporelles des objets sensibles qui sont l'interface, je dirais, entre donc, et je le répète pour la dernière fois, parce que sinon on va croire que je prends mon éditoire pour incapable de comprendre ce que j'explique, donc l'interface entre d'une part l'âme du monde en tant que fabrique des objets par la contemplation du monde intelligible, et d'autre part le monde de la corporéité matérielle. Le mal chez l'homme maintenant. Le problème est le suivant. C'est que l'homme n'est pas parfait, et loin de là. Comment Plotin explique-t-il cela? Parce que l'homme possède une nature mixte. Et le développement que je viens de faire juste avant éclaire, je crois, à suffisance la démonstration. L'homme appartient à deux mondes différents. Il a un statut d'intermédiaire dans cette cascade que j'évoquais tout à l'heure, et c'est ce qui fait qu'il souffre. Mais alors, me dira-t-on, plutôt c'est Plotin lui-même qui évoque cela, comment se fait-il qu'il y a des esclaves? Comment se fait-il qu'il y a des victimes? Le mal est donc bien présent. Qu'est-ce qui fait que certains individus en sont réduits à l'esclavage? Plotin croit en la transmigration des âmes, à la métempsychose, et affirme que les esclaves souffrent sur terre parce qu'ils ont commis des actes répréhensibles dans une vie antérieure. On comprend ainsi que Plotin, qui est né à Alexandrie, qui a vécu pendant sa jeunesse à Alexandrie, qui était une ville d'échange tout à fait extraordinaire sur le plan intellectuel, sur le plan philosophique, a bénéficié d'influences directes venant bien sûr de la pensée hellénique et hellénistique, mais aussi d'influences orientales, comme l'avait pu être d'ailleurs au VIe siècle avant notre ère Pythagore, où là aussi l'influence orientale est assez nette aussi, quand on pense à la contemplation du ciel et des nombres par Pythagore, on est dans un type d'expérience mystique qui nous renvoie
à ce philosophe que je suis en train d'étudier avec vous. On pense tout de suite, quand je parle d'influence orientale, il ne faut pas courir très loin, mais en Égypte, à ce moment-là, il y avait des expériences religieuses et philosophiques multiples dans les premiers siècles après notre ère. Et quand on pense à cette transmigration des âmes, on ne pense pas seulement à Platon, bien entendu, au Phèdre, on pense et au Phédon, on pense à quoi? On pense tout de suite évidemment à l'hindouisme, où cette transmigration des âmes existe, et enfin on y croit en tout cas, et où de génération d'être en génération d'être, il y a moyen de descendre ou de remonter, là aussi dans une sorte de mouvement descendant et ascendant dans la hiérarchie des êtres. Donc en fait, ce qu'explique ici Plotin n'est pas en soi quelque chose de très original, et le cas de l'esclave, pour lui, s'oppose à celui du sage qui, lui, est dans la contemplation du monde intelligible. Tout cela est expliqué dans la 3e Énéade, traité numéro 2. Quelles sont les solutions maintenant? Les solutions à la présence, à l'existence du mal chez l'homme. L'âme humaine, pour pouvoir sortir de cette situation, n'a pas d'autre choix que de se tourner vers les idées. Je viens d'évoquer il y a quelques minutes le cas du sage, et c'est ce qui permet d'atteindre la béatitude. Maintenant, comment échapper au lait, les deux étant d'ailleurs liés? La sagesse ne peut être atteinte qu'à partir du moment où l'âme contemple les hypostases, et c'est à ce moment-là que l'âme sera belle. Dans notre langage courant, d'ailleurs, l'expression reste lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il a une belle âme et que ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Ce qui est d'ailleurs dit, et là je ne voudrais pas faire une pointe de mauvais humour, mais souvent par des personnes qui peut-être n'ont pas le physique type sur le plan de la beauté et qui par conséquent se défendent en disant oui, mais je possède une beauté intérieure. On entend souvent ce type d'expression. Quant à l'amour maintenant, ce désir d'union avec les choses supérieures, il peut être atteint si l'âme à nouveau contemple les idées. Tout ceci est expliqué dans les Énéades, dans la 5e Énéade, chapitre 8. Je vais vous lire d'ailleurs la fin de cette 5e Énéade, chapitre 8. Elle se trouve donc à la page 101, donc de l'édition dont je vous ai parlé tout à l'heure, publiée chez Agora, dont la préface, la traduction et les commentaires donc, du grec viennent de Paul Mathias. Toutefois, l'âme aussi est belle, mais l'autre, l'intellect, est plus beau encore, parce que l'âme en est seulement la trace. Par quoi elle est effectivement belle, et plus belle encore quand elle regarde là-bas. Là-bas avec un L majuscule. Là-bas donc c'est au-delà, au-dessus d'elle.
Si cette âme est donc l'âme universelle, et pour parler de choses que l'on connaît mieux, si Aphrodite elle-même est belle, que dire de l'autre, de l'intellect, avec un grand I. Si l'âme tient sa beauté d'elle-même, quelle qualité faudra-t-il attribuer à l'intellect? Si, en revanche, elle la tient d'autre chose, de quoi donc l'âme tient-elle sa beauté, qu'il s'agisse de sa beauté adventice ou de la beauté inhérente à son essence? Nous-mêmes, c'est quand nous vivons en conformité avec notre nature que nous sommes beaux. Vous voyez, donc la beauté est liée à une adéquation entre nous et notre nature. Donc lorsque l'on va contre notre nature, par exemple, quelqu'un qui commettrait le péché d'oubris, de démesure, eh bien à ce moment-là, cet être humain est laid. Et nous sommes laids quand nous nous convertissons à une nature autre. Et là, il fait... je ne vais peut-être pas développer cet aspect ici. C'est donc de nous connaître nous-mêmes qui nous rend beaux, et nous ne sommes laids que de nous méconnaître. C'est donc là-bas, avec un L majuscule, qu'est le beau, et c'est de là seulement qu'il provient. Donc vous avez compris, ce mouvement ascendant, il faut remonter dans les hypostases. Maintenant, nos propos suffisent-ils à comprendre clairement ce qu'est le lieu intelligible? Ou bien faut-il reprendre cette méditation en suivant un autre chemin? Donc je rappelle que la beauté intelligible dont il est question ici se trouve expliquée donc dans la 5e Énéade, traité numéro 8, et pour le passage que je viens de lire, plus particulièrement dans le chapitre 13. Il me reste maintenant à vous parler de la postérité, mais je l'ai fait déjà par allusion rapide tout à l'heure. Cet auteur païen, qu'est Plotin, va avoir une influence considérable dans la théologie chrétienne au Moyen-Âge par le biais d'Augustin, l'évêque d'Hippone, donc au nord-est de l'Algérie. C'est la ville de Beaune aujourd'hui. Car l'un de Plotin n'est rien d'autre aux yeux d'Augustin et pour ses successeurs que le Dieu chrétien. Il est donc indispensable, lorsque l'on veut étudier la théologie du Moyen-Âge, d'avoir une connaissance approfondie de Plotin, puisqu'il est la source d'inspiration, la source intellectuelle et philosophique d'une grande partie de la dite théologie. Comme d'habitude, quelques livres. Je vous ai parlé tout à l'heure du Timée de Platon. Vous en avez une édition, par exemple, par Émile Chambry dans la collection Garnier-Flammarion, publiée avec le sophiste politique Philèbe et Critias. Oui, j'aurais dû faire référence au banquet, ça n'a pas été le cas, donc il n'y a pas de raison que je vous montre le livre. Alors, La Cité de Dieu, d'Augustin, en traduction, enfin en collection bilingue, en Garnier, dans les classiques, Garnier. Donc, Civitas Dei en latin. Il en existe aussi une traduction, mais alors seulement en français, donc là le texte n'est pas en vis-à-vis du texte latin, aux éditions du Seuil, dans la collection Sagesse. D'Augustin, de nouveau, les Confessions. Alors là, c'est un ouvrage évidemment fondamental que l'on peut lire encore aujourd'hui, je dirais, sans trop de difficultés quant à l'érudition préalable.
Euh, alors, ici, la traduction que je vous montre est celle de Trabucco, donc en Garnier Flammarion également. Je n'ai pas fait référence ici à la postérité au-delà d'Augustin, chez des auteurs qui ne sont pas des théologiens, mais la monadologie de Leibniz renvoie également, dans certains de ses passages, aux Énéades. De même que le livre 3 du monde comme volonté, comme représentation de Schopenhauer. Je vous montre ici le premier volume publié par les éditions Les Presses universitaires de France. Alors les historiens, les critiques d'art et les artistes eux-mêmes, dans leurs écrits théoriques, renvoient souvent à des idées néoplatoniciennes. C'est le cas par exemple de Paul Klee dans sa théorie de l'art. C'est le cas également de Kandinsky. C'est le cas également, alors là, d'un philosophe, mais qui écrit sur l'art, de Merleau-Ponty, dans L'œil et l'esprit, ici dans l'édition Folio Essai. Alors, voilà quelques lectures qu'il conviendrait d'approfondir, si le sujet vous en dit. Maintenant, sur Plotin lui-même, je renvoie à, alors là, il y a au moins 60 pages, je crois, dans l'ouvrage vraiment excellent, très pédagogique et vraiment très lisible. Il y a 80 pages consacrées à Plotin dans l'ouvrage de Lucien Gerfagnon, ce fut même son dernier livre, qui s'intitule « À l'école des anciens » chez Perrin. Michel Onfray ne cesse de faire référence à son maître Lucien Gerfagnon lorsqu'il passe à la télévision. Alors, il y a des cours également audio, donc sous forme de CD. Je vous renvoie ici au volume 2, La pensée antique expliquée par Jean-François Mattei, qui est consacré à Épicure, les stoïciens et Plotin, donc aux éditions Patrick Frémaux. De Lucien Gerfagnon, Vivre et philosopher sous l'Empire chrétien, chez Privat. Et alors, pour l'influence de Plotin, en tout cas pour l'Antiquité, je renvoie à différents petits que sais-je qui font mention. La littérature grecque chrétienne par Anne-Marie Malingré, Presse universitaire de France. La littérature latine chrétienne par Jacques Fontaine. Et enfin, pour terminer, Hans van Campenhausen, Les Pères latins, aux éditions... Alors, première édition aux éditions de Laurent en 1967. C'est l'édition que j'ai devant les yeux et c'est traduit de l'allemand par Moreau. J'ai dit